Alors, en ce qui concerne le monde de l'éducation, enfin du rapport entre les intelligences multiples et le monde de l'éducation, ou le système éducatif dans sa globalité, on pourrait retenir par exemple trois éléments qui me paraîtraient importants. L'élève comme apprenant, la question de l'évaluation, c'est-à-dire de l'ouverture des systèmes d'évaluation, et puis un troisième point qui serait sur, du coup, comment organiser la classe. D'accord ? Alors, si on est sur en ce qui concerne le premier point, j'allais dire, lui, il y a quelque chose là d'une grande évidence. Si chaque élève a des formes d'intelligence dominante, parce qu'en fait, on parle de 8 intelligences, voilà, on se dit on les a toutes, mais on ne les a pas toutes développées au même niveau. Et donc, chacun d'entre nous, globalement, a des intelligences dominantes, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis des intelligences sur lesquelles, je veux dire, il va moins s'appuyer ou sur lesquelles il y aura moins de stratégies de recours. Ce n'est pas vers ça qu'il va aller, forcément, pour se sortir des situations, même dans la vie courante. Donc, le système éducatif, la première chose, c'est d'être attentif à ces différentes formes d'intelligence. Ça veut dire que pour qu'un élève aille de ce qu'il est lui-même à l'apprentissage, c'est-à-dire à une conception, pour qu'il puisse intégrer quelque chose, que ce soit un théorème de mathématiques, que ce soit une technique de peinture, que ce soit un geste en EPS, enfin, partout où il est dans le système éducatif, pour traiter une dissertation, pour traduire un texte dans une autre langue, il fait appel à des formes d'intelligence différentes. Et donc, certains ont besoin qu'on leur explique, d'autres ont besoin de passer par un schéma, d'autres auront besoin, par exemple, de théâtraliser, de jouer une règle de grammaire, par exemple, pour pouvoir... la règle d'accord des participes passés, ben, y a des enseignants qui font en sorte que les élèves jouent, c'est-à-dire il y en a un qui fait le sujet, il y en a un qui fait l'auxiliaire, il y en a un qui fait le participe passé, il y en a un qui fait le complément d'objet direct, qui va se déplacer, voilà. C'est-à-dire qu'on va passer par des formes d'intelligence différentes, c'est-à-dire par rapport aux 8 catégories de Gartner, pour atteindre un savoir. Et donc, la question de l'apprentissage, c'est comment un enseignant n'est plus dans une logique de transmission de connaissances, mais au contraire de mise en situation d'élèves à partir d'intelligences différentes pour que l'élève aille vers le savoir. C'est-à-dire pour que ce qui n'est qu'une simple information devienne de la connaissance, c'est-à-dire que l'élève intègre complètement cette question-là et qu'il l'intègre avec un degré de maîtrise suffisant pour pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances que celles de l'apprentissage. Donc on est vraiment là dans une démarche qui est une démarche qu'on appelle pédagogie différenciée, mais qui est surtout un respect des différentes formes d'intelligence des élèves par rapport à ça. Donc ça, c'est important. La deuxième chose du système éducatif, ce que le système éducatif doit entendre, c'est que actuellement, les deux intelligences qui sont mises en avant dans le système éducatif, qui permettent de passer le baccalauréat, en gros, hein, si on prenait le parcours études secondaires, c'est l'intelligence verbale et linguistique et l'intelligence logico-mathématique. C'est même tellement développé qu'on a un système en France qui a placé le bac S au-dessus de tous les autres bacs. C'est-à-dire qu'on entend les familles, par exemple en seconde, à la fin de la classe de seconde, dire « Non, non, mais je voudrais que mon fils ou ma fille fasse une première S parce que ça lui ouvre toutes les portes. » Comme si y avait une sorte de pyramide avec tout en haut un bac qui représente ces deux formes d'intelligence qui sont absolument dominantes et qui vont écraser l'ensemble du système dans le sens de l'utilisation des autres intelligences. Dès qu'on utilise les autres intelligences, c'est-à-dire dès qu'on dit mais il faudrait peut-être qu'on joue, qu'on dessine, etc., il y a une sorte de méfiance, même des enseignants quelquefois, comme si on passait par des procédés ludiques pour des élèves qui ne seraient pas intelligents. Alors que pas du tout, c'est au fond une façon de rentrer dans la compréhension. Mais alors du coup, ça veut dire que parallèlement, il faudrait que le système d'évaluation soit lui aussi ouvert. Alors quand je dis évaluation, ça veut dire déjà pour commencer par mémoriser, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui pour mémoriser auraient besoin, certains de faire un petit texte, mais d'autres auraient besoin d'un tableau à double entrée, avec en abscisse et en ordonnée, tous les éléments. D'autres auraient besoin, un peu dans le sens de l'intelligence visuelle et spatiale,
d'utiliser le mind map, c'est-à-dire d'avoir une notion centrale avec tous les éléments qui vont autour, hein, c'est-à-dire d'embrasser la totalité pour être capable de réviser quelque chose. Donc, j'allais dire d'aller vers des formes d'évaluation différentes en passant aussi par l'acceptation de processus de mémorisation qui seraient des processus de mémorisation qui utiliseraient complètement différentes intelligences. Et d'accepter que des élèves prennent des notes sous des formes différentes, des élèves qui mémorisent de façon différente et les aider à trouver les moyens de mémoriser différemment, et puis d'accepter comme enseignant que les élèves rendent compte de ce qu'ils ont appris de façon différente. C'est-à-dire que on pourrait imaginer par exemple des élèves qui ont lu un texte ou qui voudraient présenter une théorie philosophique, qui puissent la présenter sous forme d'une dissertation, en 3 parties, bien académiques, mais que d'autres puissent le faire sous forme d'une représentation, d'un dessin, d'un schéma, d'une peinture, que d'autres puissent le faire sous forme d'une pièce de théâtre, que d'autres puissent le faire sous forme d'une vidéo ou d'un film. C'est-à-dire que les élèves puissent rendre compte différemment. On pourrait prendre un exemple. Je pense à une enseignante de français à l'Esnevin qui, pour préparer les élèves, par exemple, à l'épreuve de l'oral du bac de français, au lieu de se dire « je vais faire un cours, puis tout le monde va écrire absolument un cours parfait qui va débiter à l'oral », elle propose au contraire, chaque élève a acheté un petit cahier qui s'appelle « Mon Rimbaud », voilà, et chacun va mettre dedans le texte qui le touche, avec lequel il se sent le plus en rapport, qui lui permet de mieux rentrer dans la démarche poétique de Rimbaud, mais il va en rendre compte de façon différente. C'est-à-dire que certains, par exemple, ont imaginé, à partir d'un texte de Rimbaud, un choix d'une musique qui traduirait le mieux l'émotion poétique de Rimbaud. J'ai vu des élèves, par exemple, qui avaient choisi un poème de Rimbaud et qui étaient allés dans la nature prendre 3 photos et qui traduisaient, pour elles, ces 3 photos-là, traduisaient ce que Rimbaud avait voulu mettre à travers, avait voulu exprimer à travers cette poésie. Et en fait, le moment de l'évaluation, le moment de la préparation à l'oral du bac, ça a consisté pour cette enseignante à juste simplement demander aux élèves « mais pourquoi vous avez choisi ces photos-là » ou « pourquoi vous avez choisi telle musique pour aller avec le poème ?» Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que les élèves vont très très loin dans la compréhension du texte de Rimbaud, vont très très loin dans l'analyse poétique du texte de Rimbaud. Donc on voit bien comment les intelligences multiples pourraient ouvrir des formes d'évaluation qui seraient complètement différentes. Aujourd'hui, comme votre groupe, il s'exprime à travers un dessin animé, un site, un film, une vidéo, c'est-à-dire vont dire quelque chose aux autres, vont faire comprendre quelque chose aux autres par un autre support que celui qu'avait choisi Howard Gardner et qui était un livre de 400 pages. C'est-à-dire comment est-ce que d'autres vont rentrer. Et il n'y a pas des gens qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des gens qui ont une capacité à traduire ce qu'ils ont maîtrisé, ce qu'ils ont compris, à travers des formes différentes d'intelligence. Troisième élément dans le système éducatif, c'est du coup, si ma classe a des élèves dont je reconnais des formes d'intelligence différentes, s'il y a une variété pour atteindre le savoir et pour, j'allais dire, montrer la maîtrise du savoir, alors il faut penser l'organisation de la classe autrement. C'est-à-dire, une classe ne peut plus être organisée avec des tables et des chaises rangées en autobus et tournées vers le tableau. Ça veut dire qu'on est dans des logiques d'une pédagogie coopérative, c'est-à-dire que les élèves doivent croiser, discuter entre eux et construire les savoirs entre eux. Au fond, la fonction de l'enseignant, c'est de mettre les élèves dans des situations qui leur permettent non pas d'être dans une écoute passive de cours, peut-être qu'il y a des moments d'apport, mais ça ne doit pas être la totalité d'une journée d'un élève aujourd'hui. Un élève aujourd'hui doit pouvoir échanger avec les autres, se confronter avec les autres, accepter qu'il soit dans quelque chose qui ne soit pas encore la maîtrise complète du savoir,
C'est-à-dire que le système arrête de se tourner toujours vers la performance. La performance, ça veut dire 20. Hein, tout le monde doit être bon. Mais au contraire, un système qui va vers la compétence et vers le portefeuille de compétences. Un portefeuille de compétences, un portfolio pour des élèves, c'est justement quelque chose qui dit ce que je sais faire aujourd'hui, qui indique les chemins par lesquels je sais que je peux progresser et qui montre mes progressions et qui traduit ces progressions sous des formes différentes, de textes, de dessins, d'images, de vidéos, de reportages, etc., d'interviews. C'est-à-dire, chacun, en fait, construit son propre portefeuille de compétences. Et l'évaluation du système, ce n'est pas tout le monde derrière une table, derrière la même épreuve au même moment. Aucune personne, par exemple, si on prend un groupe d'adultes, si vous prenez une vingtaine d'adultes et vous demandez combien vous avez eu besoin de cours à l'auto-école pour avoir le permis de conduire. Et le permis de conduire, c'est une compétence. Voilà. Eh bien, aucun n'a eu besoin du même nombre de cours. Donc en fait, quand est-ce que l'école va entendre ça? Il y a des enfants qui marchent à 10 mois, puis il y a des enfants qui marchent à 19 mois. Ils marchent tous, et l'enfant qui marche qu'à 19 mois, il peut devenir un grand sportif ou un grand randonneur. Pas mieux que celui qui a marché avant les autres. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas la question de la précocité, c'est la question de la progression dans la compétence. Et la compétence, si on prend le permis de conduire, on voit bien qu'une compétence, c'est ce qui vous ouvre vers l'avenir. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez votre permis de conduire, c'est le moment où on vous autorise à prendre le volant, et à partir de là, vous allez devenir un conducteur qui va s'améliorer. Eh bien, les enfants, c'est pareil. L'école, ce n'est pas la performance, c'est-à-dire l'impression que je ne peux jamais atteindre 20, mais au contraire, le premier palier qui me reconnaît comme compétent, et à partir duquel je peux construire et progresser.